Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, bah, écoutez, on va pouvoir démarrer. On va pouvoir démarrer. Donc, dites-moi, est-ce que le son est bon? Hein, est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Et puis peut-être, voilà, on va pouvoir commencer par d'où vous venez en fait, hein. Présentez-vous dans le chat, prénom et ville. Voilà, comme ça on sait à peu près qui est présent aujourd'hui. Isa, l'île de Ré, Anne de Paris, Laurence, Bruxelles, Sophie de Rouen, Daniela, Laval, Canada, Chantal de Reims, Natacha de Paris, Charlène de Tours. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, bienvenue, je suis vraiment ravie, ravie, ravie de vous retrouver. Je pense qu'il y aura encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. En tout cas, voilà, je vous remercie de tout cœur d'avoir consacré un moment pour qu'on se retrouve aujourd'hui. On va parler du style d'attachement. Alors, c'est un sujet hyper, hyper passionnant. Vous allez voir, ça touche à nos relations, ça touche à ce qu'on a de plus précieux quelque part, hein. Donc, déjà, je vous remercie énormément pour votre participation. Alors, on va passer à peu près 90 minutes ensemble. Alors, je vous invite à prendre des notes et je vous invite aussi à rester avec moi jusqu'au bout. Je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout. Il y a une petite surprise pour vous à la fin. Voilà. Alors, donc on va parler aujourd'hui, on va déjà rentrer dans le vif du sujet, hein, pour pas perdre davantage de temps. Donc on va parler aujourd'hui du style d'attachement. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir c'est quoi le style d'attachement. On va voir comment notre style d'attachement est en lien avec nos relations. Comment le style d'attachement influence la satisfaction qu'on peut avoir dans nos relations. Ok? Donc on va voir aussi des pistes en fonction de son style d'attachement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ses relations? Et puis on aura à la fin une partie questions-réponses. C'est bon pour vous? Vous êtes prêts? Prête? Yes? Ok, cool. Alors, donc on va commencer, on va démarrer. Alors peut-être que ces notions sont pour certaines personnes déjà familières, pour d'autres peut-être un petit peu moins. Ça va peut-être une découverte ou ça va peut-être être un concept dont vous aviez peut-être déjà entendu parler. Mais voilà, aujourd'hui, on va essayer de mettre de l'éclairage dessus. Et on va déjà démarrer par quand vous entendez l'attachement en tant que tel, en fait, on se dit, ok, je suis attaché à. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous quand vous dites je suis attaché à? Donc dites-le moi dans les commentaires. Voilà, comme ça, dans la vie quotidienne, dans le langage de tous les jours, quand on dit voilà, je suis attaché à quelqu'un, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que ça renferme? Voilà, donc ça peut vouloir dire effectivement, j'ai un lien particulier avec. Ça peut être un attachement amoureux, oui, tout à fait. Ah, ça peut être une contrainte pour certains. D'accord. C'est intéressant. Ça me tient à cœur. Donc attaché, en lien, lié d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est un lien à la personnalité de la personne, ok. Un lien choisi, on me dit, ok. Alors effectivement, l'attachement, c'est aussi quelque part le fait de tenir à quelqu'un. Quand on est attaché, c'est je tiens à quelqu'un. Je ne sais pas si vous le voyez aussi comme ça. Je suis attachée à mon mari, je suis attachée euh, à mes amis, je suis attachée à ma famille. Ça veut dire que quelque part, je tiens à eux. Ça veut dire que le lien que l'on a est important, la relation que l'on a est importante. Vous voyez autre chose? Ok. Un lien qui engage ou qui pèse. Ok, par exemple, ma mère actuellement. J'ai de la considération pour. Ok, effectivement, il y a quelque chose
de l'ordre de l'appréciation. On apprécie la compagnie d'une personne. C'est parfois irrationnel, oui, on ne peut pas l'expliquer quand on est attaché, effectivement. Ok. Alors, il faut comprendre que quand on parle de liens, les liens qu'on a en fait, on a l'attachement, qui est un lien affectif, et on a des liens hiérarchiques. Ok. Je veux juste que vous puissiez comprendre et que vous ayez en tête la différence entre ces deux liens-là, le lien affectif et le lien hiérarchique. Donc là, on va commencer par quelques définitions. Donc je vais passer une bonne partie du temps qu'on a ensemble à définir quelques notions. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est bien défini, c'est quelque chose qui est du coup bien compris et on commence déjà à dénouer et à mettre la lumière en fait sur des notions ou sur des mots MAUX qu'on peut avoir. Et donc c'est important de définir les choses, de définir les mots et de définir de quoi on parle pour savoir où est-ce qu'on se dirige. Donc là, je vous invite à voir la différence entre lien affectif et lien hiérarchique. Et pour arriver à comprendre cette différence, en fait, il faut comprendre déjà la première notion, c'est la notion de connexion émotionnelle. Hein, vous avez déjà entendu parler de cette notion de connexion émotionnelle? Je me sens connectée à telle personne. Ok. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience de croiser un inconnu ou une inconnue, peu importe où, vous avez interagi avec cette personne, et en fait, vous vous êtes senti vachement proche de cette personne, même si vous vous connaissiez pas vraiment, en fait. C'était la première fois que vous voyez, et pourtant, il y a quelque chose qui est passé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, en prenant les transports en commun, par exemple, je sais pas, en prenant l'avion de temps en temps ou dans une salle d'attente. Ça m'arrive aussi de temps en temps, par exemple, quand je rencontre des personnes dans le cadre de conférences, de séminaires ou de rencontres plus liées, par exemple, à la foi, à l'église, etc. Donc ça arrive parfois qu'effectivement, il y a des personnes qu'on rencontre et avec qui il y a une forte connexion, enfin, il y a quelque chose qui passe en fait. On se sent proche de ces personnes. Oui, effectivement, c'est très très agréable quand ça arrive. Alors, cette sensation-là qu'on a de se sentir proche de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle la connexion émotionnelle. Hein, si vous arrivez à vous remémorer à un moment où vous avez rencontré quelqu'un, vous l'avez jamais vu avant, mais vous dites waouh, j'aimerais tellement revoir cette personne, j'aimerais tellement pouvoir lui reparler. En fait, c'est parce que vous avez fait une expérience de connexion émotionnelle. La connexion émotionnelle, c'est quoi? C'est en fait quand nos cœurs et nos esprits s'accordent, ok? Sans effort. Sans effort, on se sent ensemble, unis, en fait, on se sent compris. On se sent compris l'un et l'autre, les idées passent facilement et ce qu'on partage, en fait, comme émotion, l'autre l'accueille aussi et il nous répond par empathie, par compassion. D'accord? Ça, c'est la connexion émotionnelle. C'est quand les cœurs et les esprits s'accordent sans effort. Alors, j'insiste un petit peu sur le sans effort. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire attention à ce qu'on dit, à comment on le dit. Il y a quelque chose vraiment de naturel qui passe. Ça va? Ça va donc pour la connexion émotionnelle? Sans effort, quel bonheur. Oui. Ok. Alors maintenant, on va différencier ça avec le lien hiérarchique. Alors maintenant, je vous pose de la même façon la même question. Est-ce que vous avez déjà été dans un cadre de relation où vous n'étiez pas à l'aise de parler de vos émotions profondes, ni de trop montrer votre vulnérabilité? Ok? Tout à fait, au travail. Ouais. Donc effectivement, c'est un contexte où on est obligé de porter un masque. On est obligé d'être d'une certaine façon. Donc, le lien hiérarchique, ça arrive souvent dans le cadre du travail.
Heu et c'est un lien, en fait, où il y a une forme d'ordre établi. Il y a des règles, il y a une autorité, il y a une loi, en fait. Il y a quelque chose qu'il faut respecter et dans ce cadre-là, il y a pas ou très, très, très peu de place à tout ce qui est connexion émotionnelle. On va pas forcément se connecter émotionnellement, on va pas en tout cas, c'est pas le but, hein. On va pas chercher à se connecter émotionnellement à son chef, à, à quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, dans l'administration, dans les impôts, à la mairie, et cetera. Hem, il peut y avoir quelque chose de cordial, quelque chose de chaleureux, mais c'est pas le but premier, d'accord? Donc là, quand on est là-dedans, on est dans un lien hiérarchique. Une autre forme de lien hiérarchique, c'est tout ce qui est quand on est en mode compétition. En mode compétition, donc ça peut être littéralement quand, si vous faites une compétition sportive ou autre, bah, le fait même d'être en compétition avec quelqu'un, de vous comparer aux performances de l'autre, bah, ça vous met dans un lien hiérarchique, OK? Alors, on peut aussi avoir un lien hiérarchique dans une relation d'amitié ou dans une relation, même amoureuse. C'est le cas, par exemple, quand on passe son temps à se comparer. On passe son temps à se dire: «Attends», à comptabiliser, à calculer. Il a fait ça, j'ai fait ça, elle est bien là-dedans, moi je suis un peu moins bien, regarde sa vie, moi ma vie elle est pas bien ou l'inverse, hein. Regarde, elle n'y arrive pas alors que nous ça va, on y arrive et cetera. OK? Donc on peut se retrouver dans un lien hiérarchisé, pas forcément hiérarchique, mais hiérarchisé aussi dans des relations personnelles. Donc ça touche les relations professionnelles parce que c'est le cadre, mais ça peut toucher aussi les relations personnelles. Ça va? Alors pendant que je vous parle, je vous invite vraiment à vous remémorer des moments peut-être ou des personnes avec qui vous avez soit une belle connexion émotionnelle et puis d'autres avec qui vous sentez cette, distance, cette hiérarchisation. Hiérarchisation d'ailleurs quand elle n'est pas dans son contexte, c'est une hiérarchisation qui crée quelque chose de malaisant. Ça va? Alors effectivement, ça peut arriver avec les membres de la famille aussi. Mère, sœur ou un mélange des 2. Oui, tout à fait. Mmh. Alors maintenant, on a vu le lien hiérarchique, on va voir le lien affectif. Alors encore une autre question. Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience d'être complètement à plat? Vous avez peut-être passé une sale journée, vous êtes, fatigué, pas en forme, vous avez reçu plein de reproches justement de votre chef, de votre patron, de vos clients et vous rentrez chez vous et bon, ça va vraiment pas. Vous avez le moral dans les chaussettes, mais il y a quand même, une amie qui vous appelle, je sais pas, qui vous propose d'aller, d'aller boire un pot, d'aller, vous balader quelque part et vous le faites, vous dites: «OK» parce que vous l'appréciez bien, parce que vous savez que vous passez du bon temps ensemble, donc vous y allez et pendant la rencontre, bah, du coup, vous parlez, vous discutez, hem, vous avez des fous rires et vous ressortez de cette rencontre complètement revigoré. Ça vous est déjà arrivé? Ouais. Heureusement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le lien affectif. OK? Alors le lien affectif a quelque chose de nourrissant. C'est-à-dire qu'en fait, heu, concrètement, ce sont des calories affectives que l'on reçoit et que l'on donne. On va en parler dans un instant. Donc le lien affectif, c'est cette nourriture qu'on reçoit et qu'on donne en partageant nos expériences, en partageant nos émotions, en partageant nos affects, notre temps avec quelqu'un. OK? Et ce qui permet justement de nous sentir revigorés, réénergisés, c'est cette qualité du lien qu'on entretient. D'accord? Donc ce qui vous a permis de vous sentir mieux après cette rencontre avec un ami ou une amie ou quelqu'un que vous aimez, qui vous est cher, mais en fait, c'est la qualité du lien qui a permis ça. D'accord? Donc
effectivement, pourquoi ça a permis ça? Parce que derrière, ben, vous avez reçu des calories affectives, hein. C'est comme si vous étiez un petit peu en carence, mais les échanges positifs que vous avez eus, les rires et cetera, en fait, quelque part, c'est venu renforcer l'estime que vous avez de vous-même, c'est venu renforcer l'image que vous avez de vous-même. Vous avez un miroir positif sur vous, OK? Le miroir positif sur vous, bah, vous vous êtes dit: «Ben, ouais, en fait, ça va». Ça vous a aidé à relativiser, ça vous a aidé à vous sentir moins seul parce que vous vous êtes dit: «Ben oui, c'est vrai, finalement, c'est pas si grave. Finalement, bah, il y a plein de personnes qui vivent ça». Peut-être parfois, vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un, vous avez vécu exactement la même chose et puis, bah, ça vous soulage de savoir que: «Ouf, ça va, je suis pas seule, quoi». OK? Donc ces calories affectives, ce qu'on appelle aussi les strokes, heu, c'est quelque chose de c'est vraiment comme la nourriture qu'on mange tous les jours heu, pour nourrir notre corps. Notre psychisme a besoin de calories affectives pour survivre, OK? Donc ça renforce l'estime de soi, ça renforce aussi notre bien-être émotionnel. C'est comme ça qu'on arrive à consolider, internaliser le sentiment d'être aimé, valorisé, connecté aux autres. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on manque de calories affectives? Alors à court terme, on commence à se sentir seul, isolé et donc on commence à avoir comme tout le fardeau du monde qu'on porte seul. OK? C'est une forme de stress. Le stress entraîne de l'anxiété. L'anxiété, la peur du lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Et s'il m'arrive ci? Et s'il m'arrive ça? Une anticipation anxieuse et cetera. Ce qui peut induire aussi des troubles du sommeil. On peut mal dormir, se retrouver fatigué le lendemain et puis entrer dans un cercle vicieux. Comme ça quand on manque de calories affectives, à court terme. OK? C'est pour ça que c'est pas conseillé de rester seul. C'est pas conseillé de s'isoler trop longtemps. Alors quand je parle de manque de calories affectives ou de manque de stroke, c'est pas forcément donné parce que si on donne beaucoup de calories mais qu'on n'en reçoit pas, on est en manque, on est en déficit, d'accord? Donc c'est pas le fait d'être entouré ou pas, mais c'est justement, est-ce qu'il y a un équilibre dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit? Et on va voir justement dans les styles d'attachement, pourquoi parfois on a tendance à donner beaucoup et à ne pas recevoir. On va parler de tout ça un petit peu plus tard. Maintenant, je veux juste que vous compreniez ces bases, hein, ces définitions de base pour que après on puisse parler de tout ça un peu plus en profondeur. OK? Donc, à court terme, un déséquilibre au niveau de ces apports caloriques affectifs, eh bien, ça crée du stress, de l'anxiété, des troubles du sommeil. À moyen terme, on commence carrément à se dévaloriser. OK? On commence à se sentir pas à la hauteur. Il commence à y avoir des problèmes relationnels, c'est-à-dire on peut devenir frustré, être pris d'amertume, en vouloir aux autres, ou alors trop s'isoler, couper les relations et peut aussi commencer à y avoir une détérioration de la santé mentale. Donc avec les troubles anxieux, beaucoup de stress, ça peut aussi influencer le corps. On peut aussi avoir des maladies qui surviennent à partir de là et il peut y avoir une forme de déprime ou de dépression qui s'installe. Alors maintenant, si on ne fait rien et si on laisse tout ça s'accumuler, si on continue à être dans un cercle vicieux quelque part, un schéma relationnel où c'est déséquilibré, où on ne reçoit pas assez de nourriture affective, euh, eh bien, on va tomber dans des problèmes beaucoup plus graves. À long terme, si l'équilibre ne se fait pas, eh bien, ça peut donner de la dépression, ça peut donner de la dépendance de type toxicomanie, ça peut même amener des pensées suicidaires. Et tout ça, ça peut mettre la vie en danger. Ça peut mettre la vie de personnes en danger. Donc, c'est important de comprendre que la qualité des relations que l'on a, c'est pas juste,
pas juste du superflu, c'est quand même essentiel. On est des êtres humains sociaux et on a besoin les uns des autres. Donc, la philosophie qui dit zéro attachement, vous en avez peut-être déjà entendu parler, hein, c'est quelque chose qui est assez répandu dans le développement personnel. Non, mais je m'attache pas, etc. Zéro attachement. Permettez-moi de vous dire que c'est du blabla, c'est du mensonge. C'est un mythe dangereux. C'est un mythe dangereux et à mon avis, c'est une défense en fait qui est mise en place juste pour, comme excuser en fait une forme de, de style d'attachement qui est insécure. Alors vous allez comprendre un petit peu pourquoi je dis ça quand on va explorer un peu plus en détail le style d'attachement. Mais en tout cas, le zéro attachement, je ne m'attache pas, c'est un mythe dangereux parce que ça amène des carences affectives. On ne peut pas ne pas s'attacher. D'accord? Et s'attacher, c'est sain. Il y a même en fait des études sur le couple du docteur Sue Johnson, qui a fait beaucoup d'études sur le style d'attachement, etc. Et qui parlait justement de... Qu'est-ce qu'on peut dire de la dépendance justement dans le couple? Alors, je ne dis pas la dépendance du style dépendance maladive, hein, mais le fait d'être interdépendant, de vouloir que son partenaire réponde à ses besoins. Eh bien ça, en fait, le docteur Sue Johnson dit que c'est quelque chose qui est normal et qui est légitime. Okay? On a le droit d'attendre d'une relation affective qu'elle nous nourrisse affectivement. On a le droit d'attendre de son partenaire ou de sa partenaire d'être nourri au niveau de ses besoins. Donc, il n'y a pas de zéro attachement. Nous avons besoin les uns des autres. On est des êtres humains sociaux. Okay? Et même plus que ça, vous savez, il y a eu beaucoup d'études en psychologie, notamment les études de John Bowlby, les premières études sur la théorie de l'attachement. Alors, il prenait il me semble, c'est des singes rhésus, il les prenait, et puis c'était des tout petits, des nourrissons. Et il les mettait il leur donnait une maman artificielle. Alors, une maman juste avec un fil de fer enfin, c'est pas vraiment une maman, mais c'est un objet par lequel sortait du lait, et un autre objet maman, mais qui était un petit peu plus doux, en fait. Et on a remarqué qu'en fait, ces petits singes, ils allaient davantage vers la douceur, en fait, vers ce qui leur apportait quand même un petit peu comme une chaleur qui venait les envelopper. Et ça fait partie justement de la nourriture affective. Et que quand on en manque, il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui peut entraîner des troubles dont parfois on n'est même pas conscience, et puis on essaye de se dire, allez, hop, je suis forte, et puis on se barricade derrière nos défenses pour tenir le coup. Mais la vérité est que on a besoin de compassion, on a besoin d'amour, on a besoin d'affection. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Ok. Donc, à retenir, si on met tout ça ensemble, ce qu'on vient de voir, on vient de voir la différence entre le lien affectif et le lien hiérarchique. D'accord? On a défini la présence de connexion émotionnelle et la nourriture affective dans le lien affectif. D'accord? Donc, avoir un lien affectif avec quelqu'un, c'est être en connexion émotionnelle avec, et c'est recevoir de la nourriture affective, et en donner aussi, de façon équilibrée. Et on a vu aussi que c'est vital pour le bien-être et même pour la survie. Ça va? Donc maintenant, on va parler concrètement du style d'attachement. Alors, le style d'attachement, c'est quoi? Alors, tout simplement, le style d'attachement, c'est la manière dont on crée un lien affectif avec nos semblables. D'accord? C'est comment on s'y prend pour créer ce lien affectif, là, qu'on a défini. Comment on s'y prend pour créer cette connexion émotionnelle? Alors,
La particularité du style d'attachement, c'est que c'est un mode opératoire inconscient par lequel on entre en relation avec les autres et qui remonte souvent à nos interactions avec nos premières figures d'attachement. C'est-à-dire qu'en fait, on reproduit quelque part la manière dont on a pu entrer en lien affectif avec nos parents, avec notre famille, avec nos frères et sœurs, avec le milieu scolaire, et ainsi de suite. Ça va? Donc le style d'attachement, c'est quoi? C'est comment on crée des liens affectifs. C'est comment on se débrouille pour créer des liens affectifs. OK? Alors, plus particulièrement, il y a 3 axes dans l'attachement. Donc, le style d'attachement, c'est comment on crée un lien affectif. Et donc, ça se découpe en 3 étapes, si vous voulez. La première étape, c'est comment est-ce qu'on construit le lien, comment est-ce qu'on débute le lien affectif pendant la rencontre, par exemple. Quand on rencontre quelqu'un, est-ce qu'on va facilement vers la personne? Est-ce qu'on arrive à avoir cette connexion de départ pour qu'il y ait quelque chose qui se passe? Ok, c'est comment on s'y prend pour y arriver, pour arriver à accrocher avec quelqu'un. Ensuite, c'est comment on fait grandir ce lien. Ok, comment est-ce qu'on passe d'une simple rencontre, peut-être à un endroit, à une amitié qui commence à se développer, à un amour qui commence à se développer, un couple qui commence à se former. D'accord? Donc c'est comment on fait la transition entre je commence à avoir une connexion émotionnelle et puis je fais grandir ce lien et puis comment je le maintiens ce lien aussi. OK? Comment je m'y prends pour maintenir le lien? Est-ce que je compte sur l'autre pour me relancer? Est-ce que je suis celle qui relance tout le temps? Comment je me débrouille pour ça? Alors, je veux juste vous faire remarquer que chaque étape de la construction du lien, du développement du lien, du maintien du lien et même de la rupture du lien, tout ça a un coût psychologique. Tout ça a un coût affectif. D'accord? Ça veut dire que à chaque fois que vous essayez de construire un lien avec quelqu'un et que ce lien, que ça marche, en fait, quand ça marche, vous recevez de la nourriture, des calories affectives, et quand ça marche pas, vous en perdez. Pareil quand vous développez la relation, quand ça réussit, quand le développement d'une relation réussit, eh bien, vous gagnez des calories, vous êtes nourri, et quand ça ne réussit pas, eh bien, vous lâchez des calories. Et pareil pour le maintien, quand vous arrivez à maintenir l'équilibre, la stabilité d'une relation, eh bien, vous êtes nourri par ces calories affectives. Et quand il y a une rupture du lien, quand il y a des séparations, eh bien, ça coûte. Ça veut dire que ça vous puise de l'énergie. C'est pour ça que souvent, on est dans un état, on n'est pas très en forme et on ne le vit pas très bien quand on vit des ruptures. C'est parce que c'est quelque chose qui draine en fait l'énergie. Et c'est quelque chose qui coûte énormément. Donc, c'est pas quelque chose de banal en fait. Hein. C'est pas banal. Les ruptures affectives, on peut les vivre comme de véritables deuils. Alors maintenant qu'on a défini ce que c'est le style d'attachement, les différents niveaux, alors vous en doutez, il y a 2 grands types d'attachement. On peut être attaché de façon sécure ou sécurisante, d'accord? Alors c'est ce que j'appelle le lien affectif 3D. Alors vous allez comprendre pourquoi c'est en 3D. C'est en 3D parce que c'est durable, stable et profond. Et puis on a un attachement insécure ou insécurisant, où le 3D, il est brisé de quelque part. D'accord? Vous allez comprendre. Donc, retenez ceci, le style d'attachement. Donc, c'est comment on construit un lien avec quelqu'un, donc comment on le construit, comment on le développe et comment on le maintient. Et il y a 2 manières, deux grandes manières. La première, c'est on arrive à faire tout ça de façon sécurisante, et l'autre façon, c'est insécurisante. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît justement et comment est-ce qu'on définit un attachement qui est sécurisant? Alors, je vous parlais tout à l'heure du 3D. Alors,
la 3D de l'attachement sécurisant, c'est la confiance, l'attention et le réconfort. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que naturellement, alors ça c'est programmé dans notre ADN d'humain, on est fait pour avoir un attachement sécure. On a vraiment été créé pour avoir un attachement sécure avec tout le monde. Alors maintenant, ce qui fait qu'on n'a pas d'attachement sécure, c'est que c'est comme si les premières expériences de vie viennent casser l'un ou l'autre de ces piliers qu'on va voir dans un instant. OK? Alors l'attachement sécure, c'est quoi? Il repose sur la confiance. La confiance, c'est est-ce que je peux me fier à la personne que j'ai en face de moi? OK? Est-ce que la personne est fiable? Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle est constante dans ses réactions? Ou est-ce que je suis face à quelqu'un qui est imprévisible? Quelqu'un qui change d'humeur tout le temps? Quelqu'un qui ne tient pas parole? OK? Hem, donc il y a d'un côté l'imprévisibilité qui peut créer beaucoup de méfiance et il y a la fiabilité, la constance, la stabilité qui va créer de la confiance. Et là, je vous invite à faire un petit moment d'introspection pour regarder en fait votre attitude naturelle face aux autres. Est-ce que vous êtes, quand vous abordez quelqu'un de prime abord, est-ce que vous l'abordez avec une confiance, c'est-à-dire l'autre est potentiellement mon ami, ok? Et je peux donner ma confiance en toute sécurité. Et c'est seulement si l'autre me montre qu'il n'est pas digne de confiance, c'est là que je retire ma confiance. Ou est-ce que vous êtes plutôt dans un positionnement où, attends, c'est d'abord la méfiance, c'est d'abord danger, l'autre égale danger, et après peut-être s'il arrive à gagner ma confiance, ça sera bien. D'accord? Donc je vous invite vraiment à regarder intérieurement comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et souvent, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on choisit, hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce style d'attachement, comme je vous ai dit, c'est un mode opératoire inconscient. Ça veut dire que c'est neurophysiologique, hein, c'est votre corps qui réagit en vous envoyant des signaux de attention danger, méfie-toi, ou alors c'est bon, tu peux y aller, tu peux faire confiance. D'accord? Donc, première dimension, la confiance. Deuxième dimension, c'est l'attention. OK? Alors l'attention, c'est à quel point vous arrivez à parler de vous ouvertement et à quel point en fait vous recevez en fait de l'attention, à quel point vous arrivez à échanger. Donc concrètement, en fait, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, ou même avec vos amis, avec vos proches, est-ce que vous arrivez à raconter un petit peu votre vie, ce qui s'est passé, les anecdotes, les hauts, les bas, enfin voilà. Est-ce que vous arrivez à partager quelque chose de votre expérience de vie? Ou est-ce que vous êtes plutôt du style à ne ne pas vouloir partager beaucoup de choses parce que vous avez peut-être peur que ce que vous dites va se retourner contre vous? OK? Vous avez peur que ce soit utilisé à mauvais escient. Vous avez peur que ça n'intéresse personne. Vous avez peut-être peur de blesser, que ce que vous allez dire va venir choquer la personne. Donc, est-ce qu'il y a une forme de censure? Une forme de tabou? Ça va pour les 2 points? Donc confiance, attention et le dernier, c'est le réconfort. Donc le réconfort, c'est le réconfort émotionnel. Ça veut dire quand vous êtes mal, quand vous êtes dans un état où justement vous avez les batteries à plat, où vous n'avez pas le moral, où vous n'êtes pas très bien, est-ce que la personne avec qui vous êtes en lien affectif, est-ce qu'elle réussit à vous aider à vous apaiser? Alors là, c'est pas les tentatives de réconfort, là c'est la réussite
les tentatives réussies de réconfort. OK? Donc, quand vous parlez par exemple à quelqu'un et que vous lui dites: «Oh, ça va pas trop, machin» et que à la fin de la conversation, votre morale est remontée. Bah là, vous avez reçu du réconfort émotionnel. OK? Et ce réconfort, c'est une tentative qui est réussie. Mais parfois, ça nous arrive aussi de parler à des personnes et de leur ouvrir le cœur et puis on se dit: «Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait?» OK, on ressort de cette conversation encore plus déprimé qu'avant, plus démoli qu'avant, OK? Donc est-ce que justement les tentatives d'ouverture de votre cœur à l'autre, est-ce que le retour de l'autre vous démolit ou est-ce qu'il vous édifie? Ça, c'est le réconfort. Et le réconfort, quand vous avez un véritable réconfort, eh bien, ça ne vous démolit pas, ça vous édifie. Ça va? Donc, un attachement sécure, bah, c'est une belle relation, c'est une relation précieuse où il y a de la confiance. Je sais que cette personne, je peux lui faire confiance. Les yeux fermés, je sais que elle est fiable, je sais que je peux me reposer sur elle ou sur lui. OK? Premièrement, je sais que je peux lui parler de tout parce que ben, tout ce que je vis l'intéresse et donc il y a un échange. On peut on peut s'échanger nos expériences de vie, on peut s'échanger où est-ce qu'on en est, on peut parler un petit peu de tout, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout. Et il y a du réconfort, c'est-à-dire que quand je vais mal, eh bien, je sais que j'ai une personne ressource. Je peux prendre le téléphone ou je peux demander à cette personne qu'on se voit, je peux faire quelque chose et je peux aller vers cette personne pour recevoir du réconfort. D'accord? Alors quand on a une relation entre 2 personnes qui répond à ces 3 critères, on parle d'une relation sécure. OK? Alors j'aimerais bien que vous preniez peut-être, allez, quelques secondes pour réfléchir à une personne autour de vous avec qui vous avez un attachement sécure. Ça doit exister. Au moins une. Et quand vous l'avez repéré, dites-moi OK dans le chat. OK. OK, alors si vous n'en voyez pas de panique, hein, ça peut je pense que la suite va vous aider à comprendre un petit peu pourquoi. Hem, mais peut-être que vous pouvez chercher au moins une personne qui se rapproche de ça. D'accord? Ou peut-être ça peut être pas forcément une personne aujourd'hui que vous connaissez aujourd'hui, ça peut être peut-être une personne de votre passé aussi, hein. Ça va? OK. Alors maintenant, on va voir les 3 types d'attachements insécures. Donc là, on a vu l'attachement sécure, à quoi ça ressemble. Et là, on va voir l'attachement insécure. Donc l'attachement insécure, qu'est-ce qui se passe dans l'attachement insécure? Ce qui se passe, c'est qu'il y a un de ces piliers qui est défaillant. Donc c'est une relation qui n'est pas 3D, qui est 2D ou une seule dimension carrément. OK? Donc soit il n'y a pas de confiance, ou il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de réconfort, ou il n'y a pas les 3. OK? Alors, l'attachement anxieux. Donc l'attachement anxieux, c'est quand on surinvestit le lien avec l'autre. Donc une personne qui a un attachement anxieux a énormément peur de l'abandon. Donc ça peut donner... en fait, c'est vraiment comme si on va vers l'autre et puis c'est pas juste on est attaché à l'autre, mais on est accroché à l'autre. D'accord? On se cramponne à l'autre et on ne veut pas le quitter. On cherche la fusion pour surtout ne pas perdre le lien affectif. OK? Donc c'est une anxiété du lien et une anxiété de séparation. On ne veut pas lâcher l'autre parce au fond de soi, et puis tout notre corps crie que si on lâche, l'autre va disparaître dans la nature et il viendra plus jamais. OK? Vous voyez la sensation d'insécurité que ça crée? En fait, vous êtes plusieurs à vivre ça et à connaître cette sensation-là qui est très, très désagréable.
Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, en fait. C'est vraiment notre physiologie qui réagit aussi comme ça. C'est notre corps qui réagit comme ça. Et puis, on ne peut pas se raisonner quand on a un attachement anxieux. Effectivement, c'est juste horrible. On ne peut pas se raisonner. Parce qu'on a beau se dire tout ce qu'on veut, ben non, en fait, on ne peut pas, on n'y arrive pas. D'accord? Donc il y a ce danger en permanence. Attention, l'autre va partir, il va me quitter, il va y avoir quelque chose qui va nous séparer. Ok. Ça, c'est l'attachement anxieux. Alors, dans l'attachement anxieux, la personne a tout le temps besoin d'être rassurée. D'accord? Donc on va tout le temps vers l'autre. On lui demande de nous rassurer. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tout va bien entre nous? Est-ce que la relation va bien? Etc. On demande l'affection tout le temps. Ok? Parfois, ça peut même devenir étouffant. Il y a une crainte d'abandon, sans signe réel. Ok? Il n'y a rien, aucun nuage à l'horizon, et pourtant, on est quand même là en train de cogiter, en train de penser, en train de se dire: ah, mais non, mais je suis pas assez bien, je suis pas assez ceci. Peut-être que je la rends pas heureuse, peut-être que je le rends pas heureux, peut-être que si, peut-être que ça. Voilà. Et on continue, on continue, on continue. Il y a beaucoup de jalousie, de possessivité. On veut avoir l'autre rien que pour soi. Ok. Et puis on peut se faire des idées, on peut se dire: ah mais voilà, mais attention là, il est en train de parler à quelqu'un, à sa collègue, regarde, elle est toute, elle est bien plus jeune, elle est bien mieux que moi, ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être la préférer, peut-être il y aura peut-être une meilleure connexion avec elle, et patati, et voilà, et ainsi de suite, ok? Il y a aussi des réactions intenses face au conflit, d'accord? Donc c'est vraiment le drame. Quand il y a un conflit, c'est le drame, c'est des pleurs, hem, voilà, c'est quelque chose, c'est une réaction disproportionnée par rapport à ce qui se passe. On attend aussi que son partenaire soit disponible tout le temps. OK, je prends le téléphone, je l'appelle, et ben, s'il répond pas, bah, c'est l'horreur, parce que je vais vivre un sale quart d'heure et je vais lui faire vivre un sale quart d'heure. D'accord? Parce que moi, il y aura toutes les angoisses qui vont venir sur moi et que je vais déverser justement, OK? Il y a 1000 scénarios qui passent par la tête et ainsi de suite. Et puis il y a une grosse difficulté à tolérer la séparation et l'absence. On n'arrive pas à supporter en fait, hem, que l'autre ne soit plus là, présent physiquement, physiquement ou par message, hein. Donc c'est vraiment une angoisse. Alors souvent alors si on creuse un petit peu, il y a aussi c'est une angoisse de séparation, parfois une angoisse de mort aussi, hein, donc ça peut prendre de façon très, très, très fort. Ça va? Alors est-ce qu'il y en a parmi vous qui se retrouvent là-dedans? OK. Alors la première des choses que je veux vous dire, c'est pas la peine de vous comment dire? De vous en vouloir pour ça, OK? Si vous avez ce style d'attachement insécure, ben, là où vous en êtes aujourd'hui, vous n'y pouvez rien, OK? C'est une défense qui s'est construite quand vous étiez plus jeune. C'est parce qu'il y a eu des blessures, c'est parce qu'il y a eu des choses, en fait, qui se sont passées, et c'est parce que c'est la façon dont votre, psychisme, dont votre corps, réagit, en fait, pour vous protéger. Donc il faut comprendre que c'est pas la peine de vous en vouloir, OK? Et la deuxième chose, c'est que c'est pas par la raison, c'est pas par votre volonté que vous allez changer les choses, parce que comme je vous ai dit, il y a quelque chose de physiologique qui se passe, hein. Donc c'est pas juste vous raisonner qui va résoudre le problème, mais c'est un travail beaucoup plus profond qu'il faut. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on on a aujourd'hui les outils en psychologie moderne pour guérir l'attachement insécure, quel qu'il soit anxieux, évitant ou distant, peu importe, on arrive il y a des outils, il y a des techniques aujourd'hui qui permettent de guérir de ça sans se faire violence. Ok, donc pas de culpabilité. Ok. Alors, maintenant, on passe à l'attachement évitant. Alors, l'attachement évitant, c'est justement, alors, le premier signe, c'est quand on n'arrive pas à faire confiance à l'autre. Il y a vraiment le lien,
C'est d'abord un lien de je me méfie. OK? Alors, d'où ça vient l'attachement insécure? L'attachement insécure vient souvent de l'indisponibilité d'un des parents, l'absence d'un père, ou un père qui est là mais qui joue pas son rôle de père. OK? Une mère qui est là mais qui est négligente, qui est trop occupée dans le travail. Donc, quand il y a un manque comme ça, un manque affectif depuis l'enfance, eh bien, ce qui se passe, c'est que on, on intègre dans notre tête, ok, mais je me débrouille, j'ai pas besoin. Moi, j'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Moi, ça va, tout va bien. Et donc, ce que ça crée, c'est ça crée un détachement. Ok. Donc, c'est souvent les personnes qui ont un attachement évitant qui disent, enfin, qui prônent la philosophie du zéro attachement. Vous voyez maintenant le lien? Donc, quelqu'un qui est évitant, il va d'abord et avant tout ne compter que sur lui-même. Il va chercher l'indépendance. Ça va être une personne qui va être fière d'être indépendante. OK? Et qui va dire: «Bah, voilà, moi je suis surtout pas dépendant, je cherche surtout pas la fusion, voilà, moi forte, moi fort». D'accord? Et donc il y a une forme de lien de méfiance, un détachement, mais le coût de ce détachement, c'est qu'on se détache pas seulement de l'autre, on se détache de soi-même aussi. Et donc on n'a plus accès à toutes ces émotions, on n'a plus accès à toute la vie à l'intérieur de soi. Donc on peut se sentir extrêmement vide. Donc il y a un vide affectif, un vide tout court en fait, qui se creuse de plus en plus. Alors, comment on reconnaît l'attachement évitant? Bah, c'est qu'il y a une distance émotionnelle qu'on crée avec les gens en général, en fait, par exemple. Donc ça peut être, je vais jamais parler vraiment, 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 vraiment de moi. Je vais avoir du mal à parler de mes émotions. Quand quelque chose me fait mal, bah, je vais rien dire, je vais le garder pour moi. Je vais serrer les dents. Je vais peut-être par contre, je vais bien, bien, bien m'éloigner, hein. Je vais faire quelque part, entre guillemets, «payer» inconsciemment à la personne, OK? En mettant bien de la distance. Quand la personne va me rappeler, bah, je vais pas la rappeler. Je vais continuer. Je vais faire comme si tout passait par-dessus, comme si rien ne m'atteignait, OK? Heu, je vais éviter les discussions intimes. Alors, ça veut pas dire que dans ma tête, j'ai pas des discussions intimes avec la personne introjectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, en fait, les personnes qui ont un attachement insécure, ils ne parlent pas à la personne concernée, mais ils vont lui parler dans leur tête. Vous voyez, ces conversations imaginaires qu'on a comme ça dans sa tête en train de dire, en train de refaire les discussions dans notre tête, en train de dire: «Ouais, voilà, heu et j'aurais dû lui dire ci, j'aurais dû lui dire ça». Et en fait, ça, c'est un signe d'attachement, évitant. Ça veut dire qu'on ne dit pas à la personne directement, mais par contre, on internalise quelque part la personne dans notre tête et on commence à lui parler dans notre tête. Et donc, en fait, on a une relation davantage avec la personne qui est dans notre tête que la personne réelle, OK? Et ça crée une et on n'est pas capable, en fait. On n'arrive pas quand on est devant la personne, c'est comme si on est paralysé, figé. On n'arrive pas à ouvrir son cœur pour parler de ce qu'il y a à l'intérieur parce que c'est menaçant. S'ouvrir, c'est quelque chose de menaçant. Se montrer vulnérable, c'est quelque chose de menaçant. D'accord? Donc en fait, c'est un style d'attachement où on réprime, en fait, ses émotions, on les ravale. OK? D'accord? Quelqu'un me dit quelque chose, j'ai envie de pleurer, mais au lieu de je sais pas, au lieu de pleurer, d'hurler, de crier, d'être en colère, de me montrer en colère, bah, je vais juste rester figée, je vais ravaler et je vais rien pouvoir dire. OK? Et après, je donne plus signe de vie, je vais, voilà, je vais disparaître quelque part. OK? Ou alors je vais me montrer plus distant ou alors voilà. Ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît dans ce style évitant? Qui se reconnaît peut-être plus dans ce style évitant? OK. Effectivement, il y a aussi de la difficulté à s'engager, oui. OK.
OK. Alors, un antidote pour les personnes qui sont dans l'attachement anxieux. Alors l'attachement anxieux demande une guérison, OK? Attachement anxieux, là, je reviens à l'attachement anxieux avant. L'attachement anxieux demande une guérison et ça demande de développer un peu plus le fait de poser ses limites, d'être indépendant, OK? D'exister. En fait, ça demande un travail sur son identité, OK? Il faut redéfinir les contours de son identité. L'évitant, par contre, c'est un travail un petit peu différent. L'évitant doit apprendre à s'ouvrir émotionnellement. Donc l'évitant doit apprendre à faire confiance à l'autre. Pas forcément à lui-même, mais à l'autre. D'accord? Donc c'est un travail un petit peu différent. Ça commence par aussi un travail identitaire, aussi par se réapproprier qui on est, se réapproprier ses émotions, mais ça se fait avec l'autre. Parce que souvent, les évitants, alors ça arrive très très souvent, par exemple, quelqu'un qui est évitant, il va repérer son problème, il va se dire: «OK, c'est bon, ciao, je vais me débrouiller tout seul». Et on n'entend plus jamais parler de lui, OK? Alors c'est souvent c'est marrant parce que c'est souvent le cas, en tant que psychologue, je reconnais souvent des personnes qui sont dans un attachement évitant parce qu'on parle dans un premier temps, on se dit: «OK, voilà, il y a quelque chose qui est repéré et tout», mais ça va être des personnes qui vont avoir du mal à passer à: «OK, j'accepte de l'aide et j'accepte de me faire vraiment accompagner là-dessus», OK? Et pourtant, c'est ce dont elles ont le plus besoin parce que justement, les évitants, c'est du style: «OK, donne-moi l'info, je me débrouille» et les anxieux, c'est: «Tu veux bien le faire pour moi? OK, ou tu veux bien rester à côté de moi pour le faire?» Vous voyez la différence? Donc il y a autant les anxieux, ils ont besoin d'autonomie, autant les évitants, ils ont besoin d'être en lien et d'entrer en lien. Et d'entrer en lien, pas n'importe comment, dans un cadre sécure. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui se sont reconnues dans les deux, qui ont un petit peu d'anxieux et un petit peu d'évitant? OK. OK. Alors en fait, quand on se reconnaît dans les deux, ou parfois quand on oscille entre les deux, quand on est entre anxieux, évitant, et puis parfois on change comme ça de réaction, eh bien c'est ce qu'on appelle l'attachement distant, ou encore on peut l'appeler l'attachement désorganisé. D'accord? Alors, c'est quoi? C'est un lien de peur. Ça veut dire que j'arrive pas à me faire confiance et j'arrive pas non plus à faire confiance à l'autre. D'accord? Donc c'est je me méfie de toi et en même temps, j'ai pas confiance en moi. Donc parfois, je vais être super attachée à toi et parfois, je vais disparaître. Et je vais jouer justement entre ces enfin, jouer inconsciemment bien sûr, hein, c'est pas tout ça n'est pas conscient, mais je vais aussi entre ces 2 extrêmes. Ça va? Donc alors, l'attachement distant ou désorganisé, en fait, se caractérise par des comportements contradictoires. OK? Donc par exemple, quand je suis avec toi, je vais te parler de plein, plein de projets qu'on peut faire ensemble. Je vais te dire: «Oui, voilà, si et ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça» et après, je te donne plus signe de vie. OK? Je peux avoir aussi des réactions imprévisibles. Les réactions imprévisibles, heu, par exemple, je sais pas, on était censés passer un week-end ensemble quelque part et puis, hem, tout se passe bien, la préparation se passe bien et cetera, mais le jour où on commen enfin, voilà, au moment où on commence à aller à prendre la route pour aller ensemble vers la destination, je commence à faire la gueule, à, je commence à être grognon, à râler, à rendre en fait le moment désagréable, sans vraiment réaliser pourquoi.
Et donc il y a aussi la difficulté à se sentir en sécurité, à se détendre, à être, OK. Et il peut aussi avoir des comportements autodestructeurs ou d'auto-sabotage, OK? Heu, alors soit dirigé contre soi-même, je me fais du mal à moi-même d'une façon ou d'une autre, OK? Il y a des personnes qui vont même dans l'extrême de se faire du mal physiquement, heu et il y a des comportements de sabotage un peu plus subtils, OK? Par exemple, je vais louper un rendez-vous qui était quand même super important, mais voilà, je vais traîner des pieds jusqu'à le louper. Je vais dire oui, mais je vais pas tenir promesse et ainsi de suite. Et en fait, le plus important à comprendre quand on est dans un attachement désorganisé, c'est qu'on vit un conflit permanent tout le temps à l'intérieur de soi. On est en conflit. Il y a une part en soi qui a envie de foncer et de s'engager et de vivre pleinement la relation. Il y a une autre part qui est morte de trouille et qui est en train de tirer pour «Non, non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas». OK, donc il y a une partie qui est «Vas-y, vas-y, vas-y», qui te pousse et l'autre qui est là «Non, n'y va pas» et il y a ce conflit intérieur qu'on n'arrive pas à régler tout seul. OK? Donc est-ce que ça vous éclaire sur les 3 styles d'attachement insécure? Ça va? OK. Alors Christelle, c'est quoi vis-à-vis de l'intimité? Alors j'ai peut-être pas vis-à-vis de l'intimité. Alors c'est la méfiance et le désir d'intimité. À la fois méfiance et désir d'intimité. OK. Alors maintenant, le lien dans tout ça avec ce qu'on vit en couple ou ce qu'on vit dans ses relations, donc dans ces liens affectifs qu'on a définis, c'est qu'en fait, quand on a un style insécure, on s'attire des relations toxiques ou autrement dit des relations de codépendance. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand on a un style insécure? Eh bien, quand on a un style insécure, ça rate pas. Dans les relations les plus intimes qu'on a, notamment les relations amoureuses, eh bien, on vit des difficultés de communication, OK? Il y a des conflits qui sont très fréquents. On se prend la tête tout le temps, on se dispute tout le temps. Il y a de la jalousie, de la possessivité, ça rend les choses très désagréables. Il y a un manque de confiance. On n'arrive pas à comprendre les besoins de son partenaire. Il y a une insatisfaction émotionnelle, il y a un sentiment de frustration. Il y a aussi une peur de l'abandon. Il y a des problèmes d'engagement de part et d'autre. Je veux m'engager trop vite, ou l'autre ne veut pas s'engager, ou c'est moi qui ne veux pas m'engager, ou je panique quand il est question d'engagement, et ainsi de suite. Il y a de la distance émotionnelle qu'on met en place, en fait. Il y a des réactions disproportionnées. L'instabilité relationnelle, on passe d'une relation à l'autre. Vous vous souvenez, chaque nouvelle rupture a un coût. Donc, vous imaginez le coût sur l'estime de soi et ainsi de suite. Il y a des comportements autodestructeurs. Donc, si ça, en fait, ça vous dresse quelque part le tableau de ce que ça coûte d'être dans un style d'attachement insécure. Alors, est-ce qu'il y a des problématiques là-dedans où vous reconnaissez que vous vivez peut-être aujourd'hui? OK. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle la codépendance affective. OK? Donc codépendance, ça veut dire soit tu essayes d'être indépendant, mais en fait tu te trompes, tu es dans l'erreur en cherchant l'indépendance parce que tu creuses quand même ta carence affective, ou alors tu es dépendant. Donc les 2 extrêmes, indépendant ou dépendant, c'est ce qu'on appelle la codépendance affective. D'accord? Alors maintenant qu'on a mis des mots sur les mots, OK, maintenant qu'on a clarifié tout ça, vous avez compris
que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui dans vos relations affectives et peut-être dans votre relation amoureuse actuellement, c'est pas le fruit du hasard, que c'est quelque chose à laquelle votre style d'attachement contribue inconsciemment, ok? C'est quelque chose qui est plus fort que vous, c'est quelque chose qui est ancré, et c'est aussi quelque chose que vous pouvez guérir, ok? On peut changer un style d'attachement insécure et le rendre sécure. Alors c'est pas un coup de baguette magique, ça prend du temps, ça demande de l'investissement, mais c'est possible. C'est possible d'y arriver. Donc, comment guérir? Comment guérir son style d'attachement? Alors, son style d'attachement, pour vraiment, enfin, pour vous donner un truc un aperçu très rapide, alors il faut réussir à renforcer chacun des 3 axes. Ok, il faut réussir à faire confiance. Faire confiance à ce qui est en toi, faire confiance à l'autre. Il faut réussir à établir un mode d'échange gagnant-gagnant, transparent. Ok? Donc il faut renforcer l'attention. Et il faut savoir recevoir et donner du réconfort émotionnel. Donc il faut savoir aussi choisir les bonnes personnes pour pouvoir le faire. D'accord? Alors, donc, concrètement, la première chose à faire en fait pour guérir son style d'attachement, c'est d'identifier qu'on est dans un attachement insécure. C'est ce qu'on a fait un petit peu aujourd'hui ensemble. On pourrait aller encore plus loin en explorant vraiment l'histoire de vie, etc. Enfin voilà, on peut toujours creuser un petit peu plus, mais ça vous donne déjà aujourd'hui une bonne base. Et c'est comprendre en fait comment ça influence vos relations. C'est très important. Donc, une première piste, c'est la prise de conscience. La deuxième piste, c'est apprendre à accepter que l'on fonctionne d'une façon ou d'une autre. Vous savez, en fait, votre style d'attachement, ça va rester un petit peu, même quand vous allez avoir plus d'attachement sécure, en fait, il ne faut pas voir ça comme noir ou blanc, d'accord? C'est pas je suis soit évitant, soit sécure, soit anxieux, soit... Non, en fait, on peut avoir des pourcentages de chaque. Et il y a un pourcentage qui est dominant. D'accord? Par exemple, on peut avoir un pourcentage... je peux être, je sais pas moi... allez, je peux me dire... allez, peut-être à 50% évitant. D'accord? Je suis à 50% évitant. Donc, ça reste quand même le truc dominant. Et les autres 50%, je dirais, allez, c'est peut-être... 25, 25 sécures, 20 anxieux et 5 désorganisés. D'accord? Ça peut être ça aussi. Faut plus répartir ça en termes de pourcentage, les 100%, comment vous les répartissez, plutôt que noir et blanc. Donc, c'est pas vraiment juste noir et blanc. Donc, c'est important d'accepter que l'on en est là où on en est aujourd'hui. De reconnaître, d'accepter son style d'attachement insécure sans se juger. Et il faut comprendre que c'est le résultat de ces expériences passées et non pas un défaut de caractère, d'accord? C'est pas votre caractère, c'est pas votre personne qui est défaillante. Ok? Ça, c'est important. Donc, il faut lâcher la culpabilité. La culpabilité, c'est pas la voie pour aller mieux. Ensuite, il faut de l'autocompassion. Il faut apprendre l'autocompassion. L'autocompassion, c'est, quand on dit la compassion, c'est souffrir avec. Okay, c'est voir la souffrance de l'autre, la ressentir et prendre un petit peu du fardeau de l'autre. Et l'autocompassion, c'est se voir avec des yeux extérieurs, des yeux de bienveillance. On accepte ces imperfections. Okay, et la guérison commence justement par cette acceptation de là où on en est aujourd'hui. Ensuite, alors à partir de là, les recommandations vont être différentes en fonction de si vous êtes anxieux ou plutôt évitant.
Alors si vous êtes évitant, il faut apprendre à communiquer sur vos émotions. Il faut apprendre déjà à prendre conscience de vos émotions, OK? Et à exprimer vos besoins, vos émotions de façon claire, assertive, sans agressivité, sans passivité, d'accord? Et si vous êtes anxieux, eh bien, il faut faire la même chose, mais il faut davantage miser sur le fait de poser vos limites, OK? Poser vos limites, vous définir en tant que personne, dire: «OK, en tant que moi, je me positionne comme ça, OK? L'autre a le droit de pas être d'accord avec moi, l'autre n'est pas moi», OK? Donc c'est une forme de OK, j'arrive à séparer moi de l'autre. Alors c'est important aussi de bien choisir son partenaire. De pas aller avec n'importe qui. Alors c'est là, on se retrouve dans un cercle vicieux parce qu'on cherche à guérir son style d'attachement par le choix de son partenaire. Mais notre style d'attachement fait qu'on choisit toujours des partenaires qui sont pas les bonnes personnes pour nous aider à guérir nos styles d'attachement. Alors là-dedans, il y a 2 réalités à prendre en compte. C'est que oui, choisir un partenaire sécure va vous aider à guérir votre style d'attachement. Ça, c'est quelque chose qui a été démontré. C'est qu'effectivement, quand on est dans une relation sécure pendant 2-3 ans, eh bien, on apprend à devenir aussi sécure. Mais c'est très facile aussi de l'autre côté, quand on a un attachement insécure, on est attiré par des personnes qui sont insécures la plupart du temps. D'accord? On est, comment dire? Alors, par exemple, Christelle me pose la question, je pense être relativement sécure. Est-ce qu'il y a codépendance avec quelqu'un d'anxieux? Oui. Oui, il y a codépendance avec quelqu'un d'anxieux, mais une personne qui a un attachement sécure, prend un risque d'être avec quelqu'un d'anxieux. Parce que être avec quelqu'un d'anxieux, ça veut dire que ça va aussi déteindre, ça va aussi venir toucher et peut-être, casser quelque part l'estime de soi, la valorisation, et cetera, OK? Et une personne qui est sécure va rarement choisir un partenaire anxieux ou évitant qui n'est pas qui est pas en cheminement, OK? Quelqu'un qui est anxieux ou évitant et qui se dit: «OK, j'ai pris conscience de ça, je suis en cheminement, je veux changer», OK? C'est là où choisir un partenaire sécure, bah oui, forcément, ça va aider. OK? Et c'est là où un partenaire qui est sécure il connaît que l'attachement sécure, donc forcément il va instaurer un style sécure dans le couple. Et souvent un partenaire sécure ne va pas tolérer les comportements insécures très longtemps. Donc c'est soit: «OK, je suis en cheminement, donc je vais me laisser, guérir et réparer ce qu'il y a à guérir et réparer», soit, mon schéma me dépasse, peut-être parce que j'ai pas l'accompagnement qu'il faut, peut-être que parce que je suis pas entourée comme il faut, peut-être parce que j'ai pas les outils, et ainsi de suite. Du coup, je vais peut-être saboter cette relation avec cette personne sécure, OK? Donc le choix du partenaire est très important. Alors la thérapie, c'est très, très important aussi. C'est-à-dire qu'on peut difficilement sortir d'un attachement insécure sans thérapie, quelle qu'en soit la forme, hein, mais c'est et en général, on conseille quand même de faire une thérapie avec quelqu'un qui connaît ces styles d'attachement, qui est familier avec la théorie de l'attachement. Parce qu'en fait, ce qui se passe en thérapie, c'est que c'est d'abord dans la thérapie qu'on modélise un attachement sécure. D'accord? La relation entre le thérapeute et la personne qui vient consulter, c'est une relation sécure. C'est une relation où on construit la confiance, on construit l'attention et l'échange, on construit le réconfort. Donc ça donne un modèle à la personne, un modèle qu'elle peut internaliser après. Et c'est pour ça que la thérapie est très forte et très conseillée en fait pour les personnes, pour guérir en fait son style d'attachement.
Hem, voilà et aussi donc il y a le développement de nouvelles compétences relationnelles. Donc c'est là où on peut être outillé. On peut être outillé pour avoir justement, les pour savoir comment faire autrement parce que si on n'a connu qu'un style d'attachement insécure, on ne peut pas savoir comment faire autrement. Heu et ensuite, bah, il faut pratiquer et pratiquer, 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 pratiquer l'attachement sécurisant. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre donc ça, c'est encore un autre niveau, hein, mais quand on a fait tout ça, quand on a accepté, quand on a les techniques, les outils, quand on est bien entouré, quand on a réussi quelque part à modéliser un petit peu l'attachement sécure, bah, là, il faut, devenir soi-même sécure pour les autres. Donc cultiver des relations avec des personnes qui sont aussi sécurisantes et modéliser ces comportements sains. Alors au début, ça va pas être facile en fait, hein, ça va pas être sain ou facile de dire vraiment ce qu'on pense de façon directe. Ça va pas être facile, parce qu'on va avoir peur du rejet parce que voilà, mais il faut aller au-delà de ces peurs et petit à petit, on commence à internaliser vraiment, à enraciner ces comportements sains. Et surtout, il faut de la patience et de la persévérance. Parce que la guérison d'un attachement insécure, c'est un processus qui peut prendre du temps. Donc, il faut quelque part être patient et surtout persévérer. Persévérer, ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la première difficulté. Il faut continuer, il faut se donner le temps pour construire des relations saines et épanouissantes. Parce que c'est possible. Ça va? Alors, est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous avez envie de guérir votre style d'attachement insécure? Qui a envie ici de guérir son style d'attachement insécure? OK. Bon, bah, je vois que vous êtes motivés, c'est chouette. OK, OK. Alors, donc, je vais partager avec vous, une proposition. Alors vous voilà, c'est une proposition. Vous voyez si ça vous parle ou pas, si c'est le bon moment pour vous ou pas. Mais voilà, en tout cas, je vais partager avec vous ma proposition. Alors vous savez que ça fait déjà moi quelques années que je travaille sur les schémas amoureux, les schémas relationnels et donc forcément la thématique du style d'attachement est au cœur du travail que je fais depuis maintenant 2012-2013. OK, donc ça fait à peu près, ouais, ça fait 10 ans là. Ça passe vite, hein? Voilà. Donc donc là-dedans, j'ai j'ai pu construire petit à petit des outils, des techniques, une méthodologie, heu, pour prendre conscience justement de son style d'attachement et pour avoir en fait des étapes faciles à mettre en place et aussi pour créer un climat sécurisant. OK? Alors ça, c'est le plus important, que ce soit quand vous travaillez avec moi en individuel, heu, on veille vraiment à mettre en place tous les axes pour avoir un attachement sécure déjà dans le cadre thérapeutique et c'est le cas aussi quand on travaille en groupe ou dans un accompagnement ou en autonomie, d'accord? Hem, alors donc la méthode en fait, donc c'est une méthode qui travaille justement sur le style d'attachement, c'est la méthode Happy Love et c'est une méthode sur 12 mois où on commence par comprendre justement le style d'attachement. Donc chaque mois, il y a il y a des nouveaux supports, des nouvelles vidéos et cetera, et donc on commence par comprendre, on commence par aller, vraiment, vraiment plus loin dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, on le détaille un peu beaucoup, beaucoup plus. On regarde les 6 profils de codépendance, hem, on regarde d'où vient la codépendance, l'histoire de vie, enfin voilà, donc on fait vraiment un travail de fond là-dessus, dans le même style que ce que vous avez connu, que ce que je vous ai présenté aujourd'hui, hein. Et puis après on travaille sur l'apaisement. Je vous ai dit que c'est physiologique, hein, quand on a un style d'attachement insécure, c'est pas juste votre tête, c'est votre physiologie, c'est votre système nerveux autonome qui réagit et donc là, en fait, on a tout un module pour,
apprendre à être à l'écoute des messages que votre corps vous donne et pour pouvoir calmer votre physiologie, calmer votre système nerveux pour pouvoir vraiment après bien intégrer et bien consolider en fait ce que les techniques et les outils que vous allez apprendre par la suite. Parce que si on ne fait pas cette étape d'apaisement, le reste n'est pas possible. Hein. On risque de bloquer, on risque de résister, on risque de ne pas savoir comment mettre en place. Et voilà, et c'est pas l'idéal. Hein. Donc il y a la compréhension, l'apaisement. Ensuite, on travaille sur tout ce qui est briser l'abus. Donc on va regarder directement, en fait, on va s'attaquer directement aux habitudes qui sont néfastes hein, pour soi, toutes les zones de blessure, à toutes les portes, quelque part, ouvertes dans notre vie qui permettent à l'abus de se perpétuer. Ok, et puis on va vraiment fermer ces portes les unes après les autres. Après, on travaille sur l'intelligence émotionnelle, la régulation des émotions. Ok, donc là, on se reconnecte à soi-même, on redéfinit son identité, qui on est. Donc il y a un gros travail qui est fait sur l'identité. Ok. Après, on pose les limites, on apprend à poser les limites, à dire stop, ok, à mettre les limites là où il faut. Et puis, en fait, il y a 2 types de limites, hein. Ça aussi, je vais vous le dire. Il y a 2 types de limites, hein. Il y a les limites contenantes, ok, les limites qui nous contiennent. C'est quoi? Les limites qui nous contiennent, c'est, par exemple, quand quelqu'un a des problèmes avec la colère et qui n'arrive pas à se contenir, d'accord? Donc c'est les limites qu'on a besoin de se mettre à soi-même, d'accord? Donc il y a les limites envers soi et il y a les limites protectrices. Donc les limites contenantes et les limites protectrices. Les limites protectrices, c'est les limites qu'on doit mettre entre soi et les autres. Donc les personnes anxieuses ont besoin de travailler leurs limites protectrices. Elles ont besoin de savoir où est-ce que moi je commence, où est-ce que je m'arrête, où est-ce que l'autre commence, où est-ce qu'il s'arrête. Okay. Les personnes qui ont un attachement évitant ou désorganisé ont besoin de travailler leurs limites contenantes. D'accord? Donc les limites intérieures. C'est ce qui permet du coup de pouvoir s'ouvrir en toute sécurité à l'autre. Après, on travaille sur la construction de relations sécures. Donc là, c'est vraiment une mise en application parce que si on passe pas à l'action, on peut pas expérimenter l'attachement sécure. Donc là, on apprend vraiment à expérimenter l'attachement sécure par des petits défis, par des exercices progressifs justement qu'on fait pour aller de l'avant. Et après, on apprend comment maintenir son attachement sécure. Donc tout ça, ça fait qu'on ne travaille pas directement sur la relation amoureuse, mais tout ça, ça permet quand même de changer. C'est-à-dire que quand on fait ce travail, on va plus aborder sa relation amoureuse de la même façon, en fait. On va changer tout ça. On va changer la façon dont on se met en lien, on va changer la façon dont on voit sa relation amoureuse, dont on voit justement le lien avec l'autre. On va changer la façon dont on choisit son partenaire. Et petit à petit, en fait, vu qu'on change le câblage à l'intérieur de soi, on va se diriger vers des partenaires plus sécures. Ça va? Alors, est-ce que ça vous paraît intéressant? Non, Natacha, ça ne concerne pas que la relation amoureuse, justement, comme je l'ai dit. La relation amoureuse est transformée à travers ce travail. Mais ce travail, en fait, concerne tout ce qui est lien affectif et relationnel. Ça va? Voilà. Alors, donc qu'est-ce que ça contient? En fait, alors, il y a la partie vidéo, audio, exercice, workbook. Hein, donc, vous avez des vidéos comme celle-ci que vous pouvez regarder sur votre smartphone. Il y a une application que vous pouvez télécharger. Donc, vous pouvez regarder ça, je sais pas, quand vous souhaitez, aux horaires qui vous conviennent. Vous téléchargez aussi les workbooks qui vont avec. Donc, vous faites les exercices, etc. Et puis, on a un planning de rencontres. Et dans ce planning de rencontre, donc on se rencontre en petits groupes. Et dans ce petit groupe, justement, pourquoi on se rencontre en groupe? C'est aussi pour pouvoir
exercer et vivre et expérimenter l'attachement sécure, hein. C'est un terrain qui est propice pour créer des liens et créer des liens sécures. Et plus vous allez créer des liens sécures, plus ça va vous aider à changer justement et à sortir de votre insécurité. Donc il y a des rencontres mensuelles en ligne. Pendant tout cet accompagnement, moi je suis là. Je suis là sur WhatsApp, hein, je vous réponds sur WhatsApp si vous avez besoin de quoi que ce soit. Justement, l'objectif, c'est que on ait ensemble aussi un lien sécure. Donc, je vous demande qu'on puisse avoir des moments pour parler, pour échanger. Il y a souvent en fait des personnes qui parfois me demandent des petits moments, des petits 15 minutes. Ok, ben, là en fait j'ai besoin qu'on se parle pendant un petit 15 minutes. On se parle pendant un petit... Enfin voilà, on se fait un petit appel. Il y a, voilà, il y a vraiment... Quand je dis un accompagnement, c'est que vous n'êtes pas livré à vous-même. Parce que bah, justement la problématique de l'attachement insécure, c'est qu'on a besoin de sentir qu'on n'est pas livré à soi-même, qu'on n'est pas seul au monde et qu'on est soutenu et qu'il y a quelqu'un ou même plusieurs personnes sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc, j'ai envie de vous proposer, si vous en avez envie, si vous sentez que c'est le moment pour vous, sinon c'est pas grave, mais voilà, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, eh bien, là, je vous invite à considérer de rejoindre cet accompagnement. Alors, la particularité, c'est que ça commence bientôt, ça commence là en mai. Et donc, c'est un programme sur 12 mois, comme je vous ai dit, hein. C'est-à-dire que pour tout suivre, vous avez besoin de 12 mois pour suivre tout le programme. Et pourquoi 12 mois? Ça peut paraître long, mais c'est vraiment le temps qu'il faut pour bien s'approprier les choses et pour pas bâcler non plus, parce que c'est un travail de fond. D'accord? Alors, donc les 12 mois, normalement, le tarif, il est à 49,5 par mois. Aujourd'hui, pour ce webinaire et pour vous qui êtes présents, alors, je vous offre la possibilité de démarrer pour 32 € par mois. D'accord? 32 € par mois, donc ça veut dire que c'est vraiment un tarif un petit peu privilégié que je vous fais là aujourd'hui. Ok, c'est pour vous remercier déjà d'avoir pris de votre temps, d'avoir participé, d'être venu faire le premier pas, parce que c'est pas évident de faire le premier pas, je sais, surtout quand on a cet attachement insécure. Donc voilà, donc ça serait intéressant de considérer ça. Donc c'est un abonnement à 32 € au lieu de 49,5. C'est une offre exclusive de lancement. Et je vais vous envoyer le lien dans un instant. Alors, Odile me dit: j'ai pris la méthode Happy Love il y a quelques années, je n'arrive plus à me connecter, serait-il possible de récupérer mes accès? En fait, c'était pas la méthode Happy Love, ça devait être FCVA ou autre chose, hein, c'est ça, je pense, Odile. Donc oui, bien sûr, tu peux m'écrire un mail à kenzapache@gmail.com, mais ce n'est pas du tout la même, c'est pas du tout la même chose, hein, juste pour que ce soit clair. C'est pas le même contenu, c'est pas la même approche, etc. Mais bien sûr que c'est possible. Tu peux m'écrire. Je t'envoie un message, hein, écris-moi par mail. Donc, je vous envoie le lien pour les personnes qui sont intéressées. Et après, donc, quand vous allez là, donc vous allez sur le lien que je vous ai donné. Là, vous mettez votre prénom, votre nom, enfin vos coordonnées, hein, ok. Vous mettez j'accepte, etc. Là, vous avez la possibilité d'avoir une séance. Alors, encore une fois, c'est optionnel, hein. Vous cochez là si vous avez envie de rajouter la séance en individuel. Sinon, vous pouvez juste décocher comme ça. Hop. Si vous voulez pas, si vous voulez garder juste l'abonnement. Voilà, donc là, c'est une offre qui va durer. Alors, ça va pas durer très. Enfin, j'ai pas encore décidé combien ça va durer, mais je pense maximum 48 heures, ok? Je pense qu'on va, voilà, le temps que les personnes dans ce webinaire puissent se décider. Donc, je enverrai un ou deux emails de relance maximum. Au bout de ces 2 emails, si vous n'avez pas, s'il n'y a pas de réponse de votre part, je considérerai que ça ne vous intéresse pas et donc l'offre va disparaître à partir de là. Ça va?
Donc, alors maintenant, on peut passer aux questions. Hop. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais regarder les questions. Alors, Isa, c'est un abonnement avec un engagement de 12 mois. Alors, on va dire que pour pouvoir faire tout le parcours, oui, il y a besoin de 12 mois. Et ça serait mieux que vous vous engagiez dans votre tête pour 12 mois, mais moi, je retiens personne. Ça veut dire que si au bout d'un mois, 2 mois, vous avez envie de partir, bah, vous partez. Vous voyez? Donc, voilà, c'est plus un 12 mois de confiance comme vous le sentez, mais c'est pas obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire. Dans le sens, je vous invite quand même à vous engager pour vous, pour les 12 mois, pour que vous puissiez avoir tout le programme. Et aussi pour le groupe, parce que quand il y a un groupe qui se forme, c'est bien que le groupe puisse continuer à avancer ensemble, parce que on apprend à se connaître aussi, on crée des liens, etc. Donc c'est intéressant. Maintenant, voilà, moi, comme je vous dis, je ne retiens personne. D'autres questions? Alors, Émilie, j'ai déjà acheté un parcours à l'époque où ce n'était pas en ligne mais en cahier. Est-ce que cela est intéressant de tout prendre? Alors, c'est pas du tout la même démarche. C'est pas la même démarche et comme j'avais dit, alors c'est vrai que du coup comme, comment dire? Je pense que alors à l'époque, ça devait être les clés de l'amour authentique ou alors, une autre méthode ou quelque chose comme ça. Alors là, ce qu'on fait aujourd'hui, basé sur les styles d'attachement, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait avant. D'accord? Donc juste pour que ce soit clair, hein, c'est pas vous allez pas retrouver des choses qu'on avait déjà fait avant ou, c'est une nouvelle méthode, des nouvelles vidéos, des nouveaux outils, etc. Alors les personnes qui sont en accompagnement déjà, c'est très, très bien. Bravo, je vous encourage à continuer à être en accompagnement avec votre thérapeute, surtout si vous avez un attachement sécure avec votre thérapeute. C'est ça le plus important, c'est avoir un attachement sécure avec votre thérapeute. Je vous encourage à continuer. Maintenant, c'est pas incompatible avec le travail qu'on fait ensemble. C'est 2 démarches qui sont complémentaires. OK. Alors, donc Charlène, quand on a un style d'attachement insécure et qu'on a vécu des ruptures amoureuses très douloureuses, cela fragilise encore plus la peur de l'abandon puisqu'on a été quitté, meurtri, etc. Comment avancer malgré tout avec toutes les blessures qui s'accumulent? Alors c'est pas une question facile, Charlène, parce que, justement, je pense la question de comment avancer, faut surtout pas rester seul. C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps prendre conscience que ça prend du temps, faut être patient, OK? Et il faut commencer, petit à petit. Faut se rendre compte que c'est comme une blessure physique. Quand on se coupe quelque part, c'est une blessure physique qu'on a et il faut du soin. Il faut prendre soin de cette blessure tous les jours, petit à petit, désinfecter jusqu'à ce que la cicatrisation se fasse dans les meilleures conditions. Donc en fait, la clé là-dedans, c'est l'amour, tu vois? C'est pouvoir réussir à voir, en fait, tes blessures dans un regard d'amour. Alors Natacha, est-il possible d'intégrer le groupe en cours, par exemple en septembre? Je ne sais pas si je serai disponible avant. Ça franchement, je peux pas te dire, je peux pas te garantir s'il y aura encore ou pas ou si ça sera voilà, pour moi, c'est un peu trop éloigné septembre, donc je peux pas du tout garantir s'il y aura quelque chose ou pas à ce moment-là. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura pas la condition d'aujourd'hui, il y aura pas la proposition d'aujourd'hui, mais je saurais pas te dire, Natacha. Voilà, je pense qu'il vaut mieux que tu te positionnes par rapport à aujourd'hui, plutôt que de te dire en septembre et cetera. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Alors, disons que j'ai pratiqué l'attachement sécurisant dans le but de trouver partenaire amoureux, mais cela n'a pas fonctionné, donc malheureusement, je n'ai plus beaucoup d'énergie
pour la persévérance et j'ai dû me résoudre à l'attachement zéro pour le moment. Que conseillez-vous? Hem, déjà, je suis désolée pour, enfin, je suis vraiment, comment dire? Je suis désolée que tu sois passée par ça, tu vois? C'est-à-dire je comprends que ce soit quelque chose qui t'a abîmée. Hem, le fait d'avoir essayé d'être sécurisante avec tes partenaires amoureux, mais que, quelque part ça, heu, je comprends, ça laisse des blessures profondes et ça a besoin d'une guérison profonde aussi. Donc, ce que je te conseille, c'est de te trouver un cadre sécurisant, de pouvoir peut-être refaire confiance à, à quelqu'un, peut-être un professionnel pour t'aider, tu vois? Pour t'aider à un tout petit peu à reprendre espoir et tu vois? Et à retrouver les ressources en toi. Il y a eu des personnes en fait que j'ai accompagnées dans la même situation, qui effectivement à force d'être blessées, à force d'être hem, complètement démolies par ces relations, eh bien, elles ne pouvaient plus faire confiance à qui que ce soit finalement et et je pense que la clé là-dedans, c'est d'y aller petit à petit, de savoir que tu peux pas rester sans soigner ta blessure, OK? Et que la solution n'est pas dans l'enfermement ou l'isolement, mais qu'il faut que tu puisses trouver quelqu'un avec qui tu peux construire un attachement sécure transitoire et cet attachement sécure transitoire va te permettre de reprendre confiance et de reprendre espoir. Voilà, c'est ça que je peux te dire et la façon dont tu me l'exprimes, j'ai pratiqué l'attachement sécurisant. Alors pratiquer, on ne pratique pas l'attachement sécurisant. On est sécurisant ou on ne l'est pas. On pratique, il y a quelque chose, heu, peut-être mmh, que voilà, qui me pousserait en fait à questionner qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu veux dire par là, ça serait peut-être intéressant que si tu veux qu'on en parle de vive voix, heu, mais voilà. Mais en tout cas, à ce stade-là, c'est ce que je peux te dire. Ça va? OK, il y a d'autres questions? Alors le style d'attachement sécure est-il systématique chez un thérapeute? Théoriquement, ça devrait l'être. Dans la pratique, non. OK. Et c'est vraiment, comment dire? Fais confiance à comment tu expérimentes ça, d'accord? C'est en fait quand hem, si je te dis: «Oui, c'est systématique» et que tu tombes sur un thérapeute qui n'est pas sécure et malheureusement ça arrive, hem, ça va te blesser encore plus. Ça va te blesser encore plus et ça va, comment dire? Ça va, alimenter ce cercle vicieux dans lequel tu es. Donc vas-y toujours avec discernement en te disant: «Un thérapeute est un être humain, il n'est pas parfait, OK? Donc théoriquement, la personne devrait créer pour toi un cadre sécure, c'est son devoir professionnel, et si c'est pas fait, si c'est pas le cas, eh bien garde-toi la possibilité de discerner ça et de dire: «Stop», de dire: «Non, moi ça me va plus». OK, au revoir Charlène, merci beaucoup pour ta participation. Alors, est-ce qu'on peut être dans une relation sécure et vivre une crise d'angoisse face à une décision de l'autre? Alors, je connais pas trop les détails et le contexte. Hem, Ça dépend de la décision, de ce que ça implique. Heu, ou je dirais oui, c'est possible en fonction du contexte. Après, si c'est quelque chose en fait, on reconnaît un attachement insécure quand c'est disproportionné par rapport à la décision, OK? Si c'est vraiment c'est une décision qui, n'importe qui aurait angoissé à ta place, ben, c'est peut-être normal à ce moment-là, de vivre une après une crise d'angoisse en tant que telle, je sais pas non plus ce que tu veux dire par là,
Mais une crise d'angoisse n'est pas toujours, normale, hein. On vit une crise d'angoisse face à des événements, majeurs, des événements, très, très bouleversants, des événements parfois définitifs. Là, oui et après, ben, on est aussi choqué à ce moment-là, on est traumatisé donc il faut est-ce qu'on a encore un attachement sécure à ce moment-là? Mmh? Ou est-ce qu'on n'entre pas dans une période de turbulence où on est un peu ébranlé? Alors, peut-on arriver à être sécure et à créer un attachement sécure en amour, même si on a eu un schéma de parents dysfonctionnels, dépendantes, évitants? Oui, tout à fait, c'est possible. C'est possi en fait, on n'est pas déterminé par son passé, pas du tout. On n'est pas déterminé par son passé, alors le passé forcément il a une influence tant qu'on l'a pas travaillé, mais c'est pas censé te coller à la peau toute ta vie non plus. Ça va? N'hésitez pas, hein, s'il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas. Aura-t-on accès au replay? Oui, vous aurez accès au replay pour une durée limitée, mais oui, vous aurez accès au replay. Alors, je déduis de ce webinaire que se guérir est une obligation si on veut être serein dans une relation affective. Oui, soigner son style d'attachement. Alors, je dirais pas obligation, c'est un peu, voilà, mais c'est quand même, ouais, c'est quand même nécessaire. Oui, c'est nécessaire pour vraiment être serein et pour s'éviter les répétitions, voilà, la souffrance relationnelle. La souffrance relationnelle non nécessaire, hein, parce que bon, dans la vie nous réserve quand même toujours une dose de souffrance, même quand il y a un attachement sécure. Il peut y avoir des événements de vie, enfin voilà, des choses qui peuvent être des épreuves dans le chemin. Mais si en plus des épreuves de la vie, on se rajoute des complications, heu et des trucs qu'on aurait pu voilà, qu'on peut apprendre à s'éviter. Voilà, tout ça en fait, le style d'attachement et tout, c'est des choses sur lesquelles on peut avoir du contrôle. Donc pourquoi ne pas les changer en fait? Pourquoi ne pas se donner une chance de être soulagé de ça? C'est plus comme ça que j'aimerais que vous le voyiez plutôt que vraiment une obligation, c'est pas ou vous n'êtes pas obligé en fait, mais c'est juste, c'est pourquoi pas transformer ça? Que c'est comme si maintenant, je sais pas, vous voyez pas vous voyez vraiment pas bien des yeux, vous voyez tout flou et cetera. On vous dit: «Ben, vous savez quoi? Vous pouvez faire une opération laser et ça et vous pouvez voir flou, enfin vous pouvez voir, clair ou alors vous pouvez porter des lunettes» et pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, alors j'ai pris conscience que de ma relation toxique qui a redéclenché chez moi une dépendance affective. J'hésite à mettre un terme à cette relation, à proposer de travailler à 2 sur cette relation. Est-ce une bonne idée ou cela sera voué à l'échec? Alors, c'est toujours une bonne idée de travailler à 2, à mon avis. Hem, c'est toujours quelque chose de, voilà, de souhaitable, sachant que, par exemple, alors moi, quand je prends un couple pour travailler ensemble, on commence pas juste par un travail, on commence pas tout de suite. On commence d'abord par une évaluation complète, un diagnostic complet de la dynamique relationnelle. Ça veut dire que, je vous fais passer à toi et à ton partenaire tout un questionnaire, toute une batterie en fait de questions, questionnaires et cetera pour évaluer les zones. Il y a 19 axes donc qu'on évalue, donc on voit qu'est-ce qui se passe vraiment dans la relation et on décide ensemble, donc à 3, est-ce que ça vaut la peine ou pas de continuer? C'est-à-dire est-ce que la relation peut être sauvée ou est-ce que à ce moment-là, il vaut mieux mettre un terme à la relation? Donc j'ai envie de te dire, c'est pas une décision que je peux te dire là comme ça en claquant des doigts parce que je connais pas ta situation, je connais pas ton couple, je connais pas ton partenaire. Mais je peux te dire que, par contre, j'ai les outils, si tu as envie de faire appel à moi, j'ai les outils pour te guider, toi et ton partenaire. Alors ça l'évaluation se passe en 3 séances.
Donc pendant les 3 séances, il y a déjà un travail qui est fait pour évaluer la dynamique de la relation et faire ressortir les points forts, les points à travailler du couple, etc. Et après, ça se solde par une décision à prendre à 3. Est-ce qu'on poursuit ou pas? Est-ce qu'on poursuit le travail du coup sur le couple ou pas? Et quelle forme ça prend, etc. Ou alors est-ce que la relation devrait se finir, devrait se terminer? Merci beaucoup, Émilie. Merci pour ton partage, ça me touche. Ok, avec plaisir, Isabelle. Avec plaisir. N'hésite pas à me contacter. Je ne sais pas si vous avez mon mail, donc c'est alors contact @kenzapache.com. Ça va? Alors, l'indisponibilité émotionnelle peut-elle avoir un lien avec l'attachement insécure lié en partie à une peur de l'engagement? Oui. Oui, tout à fait. Effectivement, en général, l'indisponibilité émotionnelle, c'est lié à l'attachement évitant. Ok. Allez, si vous avez encore peut-être une dernière question avant qu'on se quitte. En fait, tu sais, Sophia, l'ambivalence est toujours normale. Quand on a un attachement insécure, c'est toujours normal d'être ambivalent, de vouloir et de pas vouloir. Tu vois, donc tu es peut-être plus dans le style distant ou désorganisé, mais c'est normal d'avoir une ambivalence. Maintenant, il faut aller creuser d'où vient cette ambivalence, qu'est-ce qui l'a créée et quelles sont les résistances en toi pour pouvoir justement lever cette résistance petit à petit. Ok ? Ok. Bah du coup, je vous redonne encore une dernière fois le lien vers l'accompagnement Happy Love de cette session. Voilà, alors je vous invite à y réfléchir pendant les 48 prochaines heures, à vous positionner dessus en fonction de si ça vous parle ou pas. Je pense que j'enverrai 2 mails de relance, mais à vous de voir. Sachez que juste ça se termine. Le prix est exceptionnellement bas pour ce webinaire, mais après ça va revenir au tarif normal. Donc si vous en avez envie, let's go, on démarre avec grand plaisir. Et si c'est pas le moment pour vous, il n'y a pas de souci, on attendra que ce soit le cas. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Merci tout le monde. Merci Jeanne, Daniela, Anne, Christelle, Émilie, Anna, Isa, Isabelle, Laurent, M. Joyal, Natacha, Odile et Sophia et toutes les autres personnes qui nous ont écoutés en direct ou peut-être en replay aussi. Je vous dis à très vite. Au revoir. Ciao.